savez que dans votre nouvel album, il y a 3 chansons où vous parlez de la Seine. Vous démarrez direct. Oui, je parle de la Seine. Dans le nouvel album et aussi sur les chansons de Juliette Gréco. J'ai fait des chansons pour Juliette et des duos avec elle. Et c'était les ponts de Paris, c'était le thème principal de l'album, c'était l'axe. Et donc je lui ai fait 2 chansons. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la Seine. Mais pourquoi la Seine? Vous auriez pu parler de la Garonne ou de la Loire. Ah oui, mais je suis proche de la Seine. Il me faut toujours de l'eau. J'ai besoin de l'eau. J'aime bien regarder l'eau. Elle est partout pareille et jamais la même. Et donc c'est inspirant la flotte. Et quand j'écris tout le temps au bord de l'eau. Ah, c'est vrai. Je vais dans des pays où il y a de l'eau. Alors ça peut être l'Asie, ça peut être les États-Unis par exemple. Et je suis inspiré par l'eau. Ça m'emporte. Parce que l'écriture c'est ça, c'est comme un cheval, ça a du caractère, il faut que tu lui montres le tien. C'est un duo. Elle est vivante, l'écriture. Ah oui, c'est une matière vivante. C'est-à-dire qu'elle peut vous tourner le dos et claquer la porte. Ah, un peu, ouais. Et il y a eu des semaines comme ça où c'était un peu dur. Bonsoir Marc Lavoine. Je suis ravi de vous Thibaut, rencontrer. enchanté. Vraiment, je suis vraiment heureux de vous rencontrer. Merci, moi je suis très content de faire l'émission. J'aime beaucoup votre émission. Voilà. Ça me fait vraiment plaisir, ça fait vraiment plaisir. Alors en plus là on coche toutes les cases du cliché. Marc Lavoine sur le pont le plus romantique de Paris. C'est vrai qu'il est beau ce pont. Il est magnifique. Ouais. Souchon on a écrit une chanson d'ailleurs. Et c'est très beau. C'est très beau les bateaux. J'habitais là-bas, j'habitais sur le quai Montebello. Ouais. Et c'est là le quai Montebello là-bas. Donc la Seine se sépare en deux. Il y a un bras qui arrive sur le quai Montebello. Et c'est Saint-Michel, quoi. Et là-bas, au bout, le quai Montebello. Et c'est beau d'habiter au bord de la Seine. Maintenant, j'y habite plus. J'habite juste derrière. Et je suis triste parce que... Vous la voyez plus? Ouais, je la vois plus, ouais. Et le soir, il y avait les lumières des bateaux-mouches, des bateaux qui passaient et qui faisaient des rayons sur le plafond, c'était magnifique. C'est vrai que là-bas, on va passer pas loin tout à l'heure, mais ça fait presque décor de carton-pâte. Exactement. On est à Disney. C'est un décor de cinéma. Ouais. Bon, Et c'est beau les gens qui se promènent. Paris est réussi. Je trouve que Anne Hidalgo a réussi à son coup. Elle est en train de réussir. Peut-être qu'elle ne réussira pas parce que les lobbying sont toujours un peu méchants avec ça, mais et puis les râleurs, on est des râleurs. Vous êtes un des défenseurs, un des derniers, ou le premier peut-être défenseur d'Anne Hidalgo. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je veux dire, j'aime bien Anne Hidalgo, je l'aime beaucoup. Oui. Mais moi, j'ai pas de... J'aime beaucoup Rachida Dati, par exemple. Oui. Donc c'est un peu bizarre. Je suis un peu bizarre. Mais je lis des amitiés ou disons pas des amitiés parce qu'on ne peut pas être amis, vraiment. Mais la politique, c'est la politique. C'est pas de l'amitié. Alors après, une fois que la politique est terminée, on peut boire un verre, mais bon, voilà. Vous pensez? Wow, Est-ce que c'est encore possible, ça? Moi, je pense qu'avant, on se claquait plus dans le dos après les débats. Non, c'est dur. Ouais. C'est dur parce que si Marine Le Pen se casse un ongle, tout s'arrête. Et donc, du coup, voilà. Mais bon, c'est pas possible. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce que je regrette, c'est que le mot amour n'est pas employé en politique. Le mot aimer les gens. Aimer les gens, c'est quand même fondamental. Je trouve que la politique, c'est ça, c'est aimer les gens. S'occuper d'eux, se préoccuper de leur... voilà. Et je trouve qu'elle a bien réussi son coup. Les quais sont superbes. Il y a des gens qui sont à vélo partout, de plus en plus de vélos. Alors bien, ça crée un peu une tension avec les... Mais... Si vous avez passé vos points pour le permis, il n'y a que des hommes. Ça, c'est vrai. Pour les excès de vitesse, il n'y a que des hommes. Il n'y a pas une femme. La majorité des accidents, c'est des hommes. Voilà. Et il y a 2% ou 3% de femmes en prison dans le monde. Ça nous dit... La violence est masculine. Ça dit que le mal est en nous. C'est le cas de le dire, le mal. Ah, exactement. Vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez marché dans la rue en anonyme? Ah, en anonyme, non, ça je me souviens pas. Enfin, j'étais petit. Mais moi, j'ai commencé à... Parce que là, bon, il y a une caméra, mais juste avant qu'on commence l'émission, les gens vous regardent, les gens vous disent bonjour. Oui, j'ai fait des photos là-bas avec une jeune fille qui me dit « Vous êtes le sosie de mon beau-père », alors elle me fait en photo. Oui, bah, c'est génial. C'est génial. Ouais, c'est génial. Ceux qui n'aiment pas ça, il faut qu'ils fassent autre chose. Hein. Oui, mais est-ce que c'est une vie d'être constamment interpellé, arrêté, photographié? C'est une vie. Il ne faut pas se prendre au sérieux. Moi, j'ai pas de photos de moi chez moi. J'ai pas de disque d'or chez moi. J'ai rien qui représente mon travail à part ce que je fais. Des tableaux, des photos, des disques, un roman. Là, j'ai un roman qui va sortir, je suis très heureux. Oui, on va en parler. Et donc, je ne m'arrête pas à ça. Je me mets en mouvement tout le temps. Je suis dans la rue et je marche.
Et c'est ça mon travail, c'est de marcher dans les rues. Je trouve ça intéressant parce que je me dis, au bout d'un moment, j'imagine que c'est pesant. Et vous me dites que finalement, c'est le job, quoi. Bah, non, c'est pas pesant. Bah, c'est pas un job. C'est ce que j'ai. Moi, j'ai fait ce métier parce que c'est pas un métier d'ailleurs. Mais quand j'étais petit, j'étais très silencieux et je me berlinais. Je berlinais, c'est-à-dire que je me mettais assis et je bougeais tout le temps. J'avais un mouvement perpétuel qui bougeait tout le temps et je chantais des chansons. Mais dans mon lit, toi, je faisais ça. Ça me détendait et j'arrivais à fredonner des chansons. Je parlais très peu. Et donc j'ai compris que écrire, c'est ce qui allait me donner la possibilité de dire bonjour aux gens. Et maintenant, ça se passe bien, ça se passe super bien. Intéressant ça, la possibilité de dire bonjour aux gens. Ah oui. Et c'est ce qui s'est passé juste avant qu'on commence. Bonjour, oui. Monsieur Lavoine. Oui. Bonjour, il a dit. Et oui, parce le type qui est passé à côté de nous. Il n'est pas obligé de le faire. Non. Mais il le fait parce que il me connaît, je fais partie de ses meubles un peu. Et donc, et puis il a confiance en moi, je crois. Parce que le mec qui me dit bonjour, c'est qu'il connaît ce que je fais. Et il sait qui je suis un peu. Mais un pont comme celui-ci, il est fait pour venir embrasser une femme. Bah, je peux le faire. C'est des choses que vous pouvez quand même faire. Évidemment, vous savez très bien que je peux le faire. Oui, mais... Moi, il y a des paparazzis qui seront là. C'est ça. Qui seront là de l'autre côté de la rue parce que je traverserai le quai Conti et j'aurais été dîner avec une femme formidable. Vous pourriez un jour postuler pour rentrer ici? Pardon? Vous pourriez postuler pour rentrer ici un jour? Non. Vous écrivez? Je pense qu'on postule pas. Alors je viens vous chercher. C'est comme la Légion d'honneur. Oui, mais faut pas la vous refuser. savez que l'Académie française, il faut en dire du bien sans la réclamer. Moi, j'ai eu la médaille, tu sais, la Légion d'honneur. On va par là. Parce que je travaillais avec des jeunes autistes pendant 20 ans. Ouais. Et on me l'a remise. Et j'ai dit, oh, putain, c'est fou. Pourquoi? Et on m'a dit, la Légion d'honneur, c'est Anouilh qui avait dit ça. Faut pas la demander. Faut pas la refuser, il faut pas la porter. C'est ce que je fais. Vous êtes une personnalité, c'est ce que j'appelle une personnalité Paris Match, susceptible de faire la une de Paris Match. Pourquoi? Les journalistes sont un peu gossip, ils ont ça dans le sang. Oui. Vous pouvez être ami avec un journaliste, par exemple vous n'êtes pas journaliste au départ. Je sais que vous ne l'êtes pas. Ah bon? Non, vous l'êtes devenu, mais vous êtes littéraire, vous êtes curieux. Vous êtes tout sauf un journaliste. Mais c'est pour ça que vous êtes un bon journaliste. Parce que vous êtes quelqu'un vous écrivez vos émissions. Attendez, on commence l'émission et là vous me faites des compliments pour pas que je vous embête. Non, pas du tout, plus m'embêter si vous voulez. Moi je ne demande jamais qu'on me fasse de cadeaux. Mais si on est honnête, par exemple, on va s'éloigner pour revenir. Ouais. Les réseaux sociaux. Je fais un truc, les gens vont dire ah il est con, il sait plus chanter, il est nul, il est vieux. Bon, mais dans la rue, je les vois pas ces gens-là. Ouais. Avant de croiser un con, vous croisez 5000 personnes formidables. Voilà. Et c'est ça. Le truc, c'est que les journalistes sont... Aujourd'hui, les journalistes sont toujours branchés sur les réseaux sociaux. Oui. C'est la Bible. Il y a 10 mecs, un mec, une fille, un mec qui va pendre Goldman parce qu'il va dire il fait des chansons ringardes ou il est réactionnaire. Et d'un coup, c'est une semaine sur BFM, ça n'arrête pas, c'est partout. Et voilà. Donc, moi, je suis pas de Paris Match. Mais les journalistes, peut-être, le sont un peu. Oui, ça, je vous le confirme. Bon, il y a cet album. Ah oui. Marc Lavoine. Ça me fait bizarre d'avoir un objet comme ça dans les mains. C'est petit, ça. Alors que le vinyle, t'as vu, c'est plus. Ah, le vinyle, ça, oui. D'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, vous vendez plus de CD ou de vinyle? Oh, je crois que c'est plus de vinyle, j'ai l'impression. Ah oui? Ouais. C'est les DJ qui nous ont sauvés. Hein. Grâce aux DJ, on a pu continuer à faire des vinyles. Il y a beaucoup de chansons, on parle de la scène. Oui. Il y a des chansons d'amour, ça c'est une de vos spécificités. C'est quoi, les 2 tiers, vous diriez? Non, je dirais qu'il y a un tiers de chansons intimes, ouais. Un tiers de chansons plus privées sur l'extérieur et un tiers de chansons sociales, peut-être. Sociales? Ouais. Vous dites pas militante ou... Non, non. Sociale? Ouais. Parce que être militant, c'est complètement con. Ça se suicide tout de suite, un militant. Brassens l'a dit, hein, mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Il avait vraiment raison. Être militant, c'est être sûr de soi. Ils savent tous. Je les vois à la télé, ils m'engueulent, ils me crient dessus. Mais je dis, hey, ça calme-toi, moi. Je travaille depuis 16 ans, j'ai pas besoin de tes conseils. C'est bon, fais ton travail, je fais le mien. Et donc, ils sont un peu agressifs aujourd'hui. En plus, ils sont moins cultivés qu'avant. Donc, si tu veux, ça crée un écart fondamental. La société est plus en avance
que les hommes politiques. Ah, oui. Attention, ne tombez pas. Mais vous, alors, les militants et les politiques. Alors les militants, moins. Moi, S'il y a des militants, il y a des gens qui croient, qui espèrent d'une certaine manière. alors, les militants, c'est des militants. Et faire des chansons militantes, c'est différent que d'être militant. Moi, je suis militant, mais je fais pas des chansons militantes. Je fais des chansons avec un peu de grâce. J'essaie de trouver un grand commun dénominateur dans mes chansons. Je dis pas fais ça, résiste, fais ci, fais ça. Non, non. Il faut rester quand même correct. Les gens ne sont pas des imbéciles. D'ailleurs, c'est Les pour gens ne ça sont pas des imbéciles, ça c'est intéressant. Ça veut dire que vous faites confiance Ah oui. au public. Et s'il ne comprend pas, il a raison. Exactement. Je fais confiance au public. C'est-à-dire que le public, il n'y a pas mon public, il n'existe pas. C'est le public. Alors, ouais. le public, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Justement, c'est impalpable. C'est d'abord des femmes. Pour vous, non? Pas que pour moi. Elles vont aux librairies. Oui, c'est vrai que c'est les femmes qui achètent des livres. Elles vont au théâtre, elles vont dans les musées, elles vont dans les concerts, elles vont au cinéma. En gros. Et donc, elles emmènent leurs mecs. Mais combien de mecs ont envie d'aller au musée la journée? Rare. Sans déconner. Ouais. Voilà. Alors que les femmes, elles sont leaders sur ces marchés. Et les homosexuels, D'accord. ils sont très leaders sur ce marché, sur tous les marchés artistiques. Ok. Je dis marché exprès, parce que moi je suis quelqu'un de commercial. Je crois pas. Si. Parce que si Rimbaud n'était pas commercial, on ne parlerait pas de Rimbaud aujourd'hui. Parce que commercial en art, ça peut être un peu un gros mot. Voilà, c'est pour ça qu'il faut le faire, il faut le dire. Ouais. Comme ça, c'est écarté, c'est assumé. Non mais il faut, Oui, mais- faut arrêter d'être propre. Hein. Il faut arrêter d'être propre, à pas utiliser de gros mots. Eh bien, être amoureux, par exemple, être amoureux aujourd'hui, c'est un gros mot. Ah, vous trouvez? Vous embrassez une fille, ah regarde, il l'embrasse, c'est dégueulasse. Vous savez, c'est ça qu'il y a dans les réseaux sociaux. Mais les gens dans la rue, ils me disent, ah c'est super, t'es amoureux. Voilà, c'est ça qui se passe. Et c'est ça qui est bien. Donc il faut oser les gros mots. Il faut un peu bousculer, il faut un peu transgresser pour toucher un poil à la vérité, sans en être sûr, mais en tout cas, toucher un poil à la liberté. D'ailleurs, forcément, l'amour est le premier moteur de l'écriture. Et c'est le premier moteur de la vie. La vie, on ne sait pas ce que c'est. Vous savez ce que c'est, vous? On est dedans, Oui, on la j'avance. connaît, mais est-ce qu'on sait ce que c'est? Fondamentalement, non. Voilà, la mort non plus. Encore moins. Personne n'est revenu pour Encore nous dire moins, oui. c'était Si, bien. certains, mais... Et bon. l'amour non plus, on ne sait pas ce que c'est. L'amour, c'est multiforme. Oui, vous avez le vôtre, j'ai le mien. Mais l'amour, et- c'est l'amour qui tue, c'est l'amour qu'embrasse, c'est l'amour passion, puis c'est l'amour sympa, puis l'amour, ça se transforme, ça bouge au fil du temps. Donc, construit, ça c'est évolue. le sujet de la vie, en fait. On essaie tout le temps de trouver la personne qu'on attend, dont on rêve, qui nous vient souvent de notre mère, d'ailleurs. Ah là, on passe... c'est le côté freudien de Marc Lavoine. Qu'est-ce qui est le meilleur moteur? Le chagrin d'amour ou le sentiment amoureux du début Les deux. pour écrire? Les deux. Eh mais s'il y en a un qui est plus fort. Ah bah là, en ce moment, par exemple, j'écris beaucoup, j'écris des textes, alors que je pensais avoir fini, j'avais peur d'ailleurs, je me suis dit c'est terminé, je vais arrêter. Voilà, plus rien n'était là. Et le chagrin ne m'aidait plus à travailler. Quand on est heureux, on peut retrouver le chagrin d'amour. On peut réécrire sur le chagrin. Parce que le chagrin, c'est bien C'est ça. presque une chance et un risque qu'on prend de pouvoir retrouver ce chagrin d'amour. Exactement. C'est-à-dire que tomber amoureux, être amoureux, c'est un mystère absolu. Ça vous attrape comme une grippe. Vous ne savez pas pourquoi. Vous voyez un visage et vous savez que vous êtes amoureux. Alors si elle le sait en plus, c'est formidable. On traverse d'ailleurs, Ouais, Marc, ouais, parce ouais. que ouais, ça va être par là, on va attendre, on va essayer de pas se faire écraser. On y va? On traverse vite. Attends, c'est Ouais, vert. ça sent la connerie. Là, les yeux revolver. Vous vous souvenez du jour où vous l'avez écrit? Ou Ouais. non? Ah si, vous vous en Ouais, souvenez? bien sûr. Mais je me souviens de tout. Pas forcément évident. Ah bah si, évidemment que je me souviens de tout. Parce que... il est marrant, mec. Un vélo, il fait la photo, t'as vu? Il est à vélo, il fait la photo. C'est pas vrai. Si, je t'assure. Il y a un copain un jour qui était mon coach et il m'a dit, il ressemblait à, comment il s'appelle le mec qui a écrit les trucs sur les stations de métro Laurent Dutch. Ouais, il ressemble à Laurent Dutch. Il descend de sa voiture, il fait de l'essence, il y a un mec qui sort, hop, et il se prend son téléphone, il commence à le filmer, toi. Il s'approche de lui. Il fait, oh pardon, je vous ai pris pour Laurent Dutch. C'est génial. Non, à défaut de talent, ayons au moins de la mémoire, c'est Oui. la moindre des choses. Ah, voilà. Ouais, je pensais qu'on avait rendez-vous dans l'autre.
Comment ça va? Ça va bien? C'est le plaisir. Bonsoir. Ça va toi? Et toi? On s'embrasse comme une enfant. Donc, Kamel Menour, monsieur avait très envie de te Je suis rencontrer. très content. Je suis ravi. Parce que je vous connais pas bien, mais je vois souvent des papiers sur vous. Je vous entends à la radio, sur en France Inter récemment. Je suis très content de voir. On avait fait une émission sur France Inter d'ailleurs. On est des frères. Vous nous présentez Kamel Menour, le plus grand galeriste du monde, et qui a démarré, bon, il te racontera lui, il a démarré sur une vision. Puis il s'est occupé des gens, et il s'occupe maintenant d'artistes, des artistes très très importants, et puis des nouveaux artistes, des artistes en devenir, car il est très curieux, enfin c'est quelqu'un de génial. Voilà. Et donc là, c'est qui là? On vous reçoit dans une très belle exposition aussi, celle de Hugo Rondinone. Ce grand artiste. C'est beau, suisse, hein? Formidable, ces dernières œuvres qui représentent des nonnes et des moines. Ouais. Une sorte de Avec cette- de Milo, presque un peu. Avec cet équilibre. Hein, c'est ça. Tu sais, moi, je viens d'un endroit, dans les Hautes-Alpes, on appelle ça les demoiselles coiffées. Vous savez, bien sûr, ça. ces colonnes comme ça qui n'ont pas été, usées par L'érosion. par l'érosion. du bord, ouais, ça. Et donc c'est un peu ça, parce que lui, en fait, il récupère ces pierres, donc c'est du basalte américain, donc là, peint, donc ce côté un peu pop, mais c'est très très lourd, hein, ouais, tu peux toucher, c'est une invitation à toucher, c'est très sensuel. C'est solide. C'est très solide, très très lourd, ça pèse une tonne 2 là, tout ça. Et ça, c'est du granit italien. Donc, Ah, c'est et le socle fait partie de l'œuvre. Ah ouais, c'est cool. Et d'ailleurs, même l'installation. En fait, il a créé une sorte de chapelle, quelque chose de très monacal, tu sais, ce gris un peu. Tu vois, il a opacifié les vitrines, là c'est des vitrines, et il a mis ses vitraux, tu vois, qui représentent le temps qui passe. Aujourd'hui, est-ce que ça, c'est accessible au grand public? Ben oui, dès l'instant que tu arrives dessous, effectivement. Alors maintenant, nous, notre métier, c'est un métier de pédagogie. Il ne faut pas se situer en adulte. L'art, ça touche l'enfance que tu as en toi. Soit tu es devant et tu t'amuses et tu es heureux. Soit tu es heureux quand tu la vois. Oui, mais il faut que je puisse la voir, cette œuvre, Marc. C'est ça le problème. C'est exactement. C'est ce que disait ma mère était complexée là-dessus parce qu'elle pensait qu'elle n'avait pas le droit d'y aller. Elle ne savait pas rentrer dans Paris en voiture, elle était complètement bloquée alors qu'elle pouvait aller au Portugal. Mais à Paris, elle ne pouvait pas y aller. Ça, c'est un truc qu'on a mis dans la tête des gens. Dépasser ce Il faut arrêter ça. Quand on va à Arles tous les deux, on arrive, on rentre dans un café, et puis salam alaikum, on boit un café, et puis on rentre dans la ville. On ne rentre pas dans une galerie d'art, on rentre dans la ville des gens. Et il faut toucher les choses, c'est important. Quand on a le droit de les toucher, c'est génial. C'est là on a le droit de... D'ailleurs, moi, tu démystifies en fait ce rapport en disant, tu sais, quand je disais, c'était en blaguant, mais c'est aussi pour désinhiber les gens. Quand je leur dis, allez-y, les mecs, putain, parce qu'ils flippent. Bien sûr, bien sûr. Le marron, là, c'est gonflé d'avoir fait du marron. Vous l'avez dit, vous venez pas de ce milieu de l'art. C'est-à-dire que vous avez été un débutant, et c'est le mot que j'allais donner, un outsider. Et donc, vous avez pu tenter des choses. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus installé. Est-ce que c'est encore votre rôle? Est-ce que vous arrivez encore à tenter des choses? Souvent, quand on est installé, on fait... Ouais, bon, tu peux t'en croûter. Marc, quand vous arrivez dans la chanson française, vous mettez un grand coup de pied dans les années 80. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez encore le faire? C'est toujours une question. Bien sûr, tous les jours tu le fais. Si tu le fais pas, t'es mort. Je ne sais même plus comment on s'est rencontrés, mais on s'est rencontrés. C'était comme ça. Parce que, ouais, vous savez que quand ce matin, je me suis dit, attends, quel est le lien entre ces deux types? Ouais, bah voilà. La culture, Et j'en ai trouvé un. Endroit aussi, hein. Vous avez fait des études d'imprimerie. Ouais. Et vous, la première chose que vous avez vendue, c'est des lithographies. Lithographie. C'est vrai, madame. Vous avez vu le lien? Ouais, le lien est là. Non, mais on se connaît parce qu'on parle exactement la même langue. Moi, l'art, je le connais pas, je rentre dedans. Mais je parle. Et lui, il connaît et il parle. Et on parle la même. Je suis heureux d'apprendre des choses avec lui. Quand on va quelque part avec lui, on s'éclate. Oh, c'est beau en face, hein. Et moi, t'as agrandi. Sans déconner, elle est belle celle-là. Hein. Waouh. La beauté, oui, t'as raison. Puis c'est gonflé de faire un rose comme ça. Hein. Ah ouais, c'est bien. Regardez en bas. Ah, c'est beau. Puis à chaque fois, tu découvres un truc en perspective. Installer une galerie, ça, c'est pas le hasard. Hein.
quand tu accroches mal un truc, il y avait une Mapplethorpe qui était mal accrochée au Grand Palais il y a une année. Putain, tu rentrais, t'étais pas bien. Et puis la Bille Viola qui était à côté, t'étais bien dedans. Ça dépend de l'organisation. Et là, à chaque fois, t'as des surprises. On a envie de s'en approcher, de s'en éloigner. C'est magnifique. Regarde-le comme il est beau devant la toile. Repasse devant la toile. C'est magnifique parce que. Et tu vois, ça crée C'est super. Non, mais de te voir devant la toile, moi j'étais allé avec des jeunes autistes avec lesquels je travaillais au musée Picasso. Et il y en avait un, il rentrait tout le temps en premier, il avait des stylos feutres, il rentrait tout le temps en premier et il sortait tout le temps en dernier. C'était incroyable. Et à chaque fois on le cherchait, il était là. Il était près des toiles comme ça, avec ses feutres. La dame qui s'occupait du musée Picasso, elle flippait grave. Hein. Vous n'avez pas le droit d'aller là. Alors, ils ne parlaient pas en plus. Donc tous parlaient de choses différentes. Et à la fin, elle dit, est-ce que vous avez aimé le musée? Il y en a qui j'aime beaucoup les moulures au plafond. Elle se dit, ils n'ont rien compris. On lui a filé le journal avec tout ce qu'ils ont écrit sur la guenon, sur la chèvre, sur les tableaux, sur les gens qui pensent aux tableaux, les gens qui parlent devant les tableaux. C'était des dingues. Bravo, merci. Hein. C'est magnifique. Il est incroyable. Ah bah voilà, tu vois, maintenant tu sais qui c'est. Ah oui, j'entendais, là j'ai compris. Tu comprends pourquoi je l'aime, hein. C'est un mec extraordinaire. Vous pouvez vous mettre derrière à gauche. Là, du côté chauffeur. Voilà, exactement. Vous êtes grand, vous avez des grandes jambes. C'est ça. Vous voulez bien me parler de votre première Olympia, la première Olympiade de la fin des années 70, du début des années 80. Ah, quand j'étais placeur à l'Olympia. Ouais. Ah bah c'était ma famille. C'est ça votre première Olympia, vous. C'était ma famille. Parce que c'est assez étonnant, c'est un petit boulot, vous êtes ouvreur, placeur, mais fondamentalement c'est le début de votre carrière. Bah, évidemment, c'est pas un petit boulot. Oui, mais parce qu'on peut dire, pour gagner ma vie, pour rentrer à l'Olympia, c'était pas facile. Hein. Ah oui. Il fallait tomber sur une occasion. Il se trouve que je suis tombé sur une occasion. Je rentre à l'Olympia, je suis payé un petit peu. Et puis là, il n'y avait pas de sécurité sociale, rien. C'était tu vas dans le vide. Et puis, Jean-Pierre Macri allait démarrer sa carrière d'acteur et il allait partir de l'Olympia. D'accord. Voilà, je récupère son vestiaire, sa veste. Attendez, c'est quoi cette place? C'est la place parfaite. C'est il vraiment... faut prendre cette place-là voilà, pour avoir... Exactement. Alors là, il y a Philippe, là, il y a tous les copains qui étaient là. Beaucoup d'homosexuels, et pas seulement. Et c'était Paris à l'époque. La rue, c'était le monde. C'est-à-dire qu'il y avait Roland Blanche dans la rue qui jouait à la comédie avec Boranger, il y avait Maxime Le Forestier qui était au Sherwood, et puis il y avait les boîtes, il y avait le bain à douche avec les gens habillés comme des fous, il y avait Jean-Paul Gaultier, Vivienne Westwood, il y avait Stark, il y avait tout ça autour de moi. Et moi, j'étais pas connu, mais les gens des boîtes m'aimaient bien. J'avais des copains, et ils s'occupaient de moi. Parce qu'il faut vivre la nuit pour... moi, je peux me réveiller à 7h du matin à écrire, mais si je m'endors à 3h de l'après-midi, ça ne me dérange pas, j'ai pas de problème. C'est pour ça qu'on fait cette émission le soir, parce qu'on se dit autre chose. Oui. Et puis surtout, je sais pas, c'est exaltant de... Moi là, j'ai fait une nuit blanche, j'ai pas dormi parce que j'avais un petit stress et tout ça. J'ai travaillé donc toute la journée, j'ai pas dormi de la nuit, mais je suis bien. Parce que là j'ai retouché la nuit, tu vois. Et la journée, j'ai eu un petit flip, et vers 16h, paf, ça s'est calmé. Et là, la nuit est tombée tôt en plus, donc c'est agréable, c'est vraiment agréable. Sur un bateau comme l'Olympia, il y a ce qui se passe dans les cuisines. Il y a une compagnie qui travaille et c'est mis en scène. Quand tu rentres en salle avec ta lampe torche, tu l'as dans ta poche, il fait jour. Et la salle se remplit. C'est comme un orchestre qui commence à s'accorder. Tu entends des voix à droite à gauche. Au début, la salle est presque vide. Voilà, et ça commence. Sur Yves Montand, 3 mois, j'assistais aux répétitions. Ensuite, j'allais l'habiller. Ensuite, on plaçait. Et là, la salle se remplit. Et puis, t'entends une voix, t'as Simone Signoret qui est là. Évidemment, elle vient le voir. Elle était au rang numéro 9, le rang le plus important, elle attendait les gens. Bon, il y a Machin qui arrive, il y a Lèche Faliza qui arrive, tous les grands artistes qui arrivent. Et à un moment donné... Et Valéza qui était là? Oui, bien sûr. Et à un moment donné, au premier étage, il y a une voix qui fait « Simone !» Elle lève la tête, tout le monde s'arrête de parler. C'était Bernard Blier qui fait « Je suis là !» Et donc, si tu veux, c'était... Je suis là. Oui, Simone, je suis là. Voilà, il était là. Et tu sentais entre eux vraiment une... Simone Signoret, c'était quelqu'un d'exceptionnel. La salle se remplit, c'est vraiment un orchestre. Et à ce moment-là, on dit, je crois qu'il faut que tu le places, toi. Je me retourne et je vois Aragon. Et donc, avec un homme... Quel âge?
Ah bah il était vieux, hein. Il était vieux et il y avait un homme avec lui qui l'accompagnait. Et je le place, quoi. Et il sort une boîte de Vichy, un peu usée. En plus, vous, Aragon, le fils de communiste. Évidemment. Ouais. Pour moi, Aragon, et donc il ouvre la boîte de Vichy, et il sort 2 pièces de 20 centimes qu'il me donne. Je dis merci. Je les mets dans la pochette, j'ai été con. Mais c'est rien. J'aurais dû les garder. Et là, le mec à côté fait, il n'est plus de son époque. Il me donne 100 balles. Et 100 balles, c'était beaucoup à l'époque. Hein. Et donc, c'était merveilleux. C'est vraiment... Et donc, je dis à mon copain, tu vois, le mec que je viens de placer, c'est le plus grand poète français, encore vivant, c'est Aragon. Et le lendemain, il est chez ses parents, il a bouffé chez ses parents. Il dit, hier, j'étais avec Marco à l'Olympia, on avait le plus grand poète français. J'ai vu Rimbaud. C'était fou. Chez Croco. Je les adore, ils sont géniaux. On est en retard, tu crois? Bonjour, bonjour. Restez ouvert. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. Et Pink Floyd. Ah, cette odeur, rien que l'odeur, là les gens peuvent pas la voir. C'est magnifique. Restaurant Novorama. Ah, les Gainsbourg. Hein. Un jour peut-être. Ah, les Gainsbourg. C'est beau, hein. C'est beau une boutique comme ça. C'est beau, hein, le bouclard, quand même. Les bacs, ils sont là les vrais bacs. Disons que c'est esthétique. Ça. Combien t'as de disques ici? Il n'y a pas loin de 500 000 disques en tout. Comment on fait pour exister au milieu de ça? Même pas. Il faut s'en foutre. C'est ça. Ah bah oui. Ouais, parce que c'est comme n'importe quel écrivain qui se dit je peux pas être Flaubert. Voilà, tu peux pas être un beau tout le temps, donc si tu veux, t'as qu'à t'en foutre et tu fais ce que tu fais. Voilà. On n'est pas là pour toucher à l'étoile, mais on est là pour essayer. Et puis, il faut s'en foutre, il faut être inconscient, il faut avoir un peu de Boris Vian. Non, c'est beau, c'est beau. Regarde, il y a Biolay qui est là, c'est magnifique. C'est quoi alors l'électro-symphonique? Vous m'expliquez? Parce qu'on m'avait dit, fais un album pour l'anniversaire de Revolver. Oui, c'est ça. C'est les 40 ans de À la Les yeux Revolver. Donc il s'appelle Revolver. Il s'appelle pas Les yeux Revolver. Il s'appelle Revolver. Ce qui fait une sorte de clin d'œil, parce que j'ai écrit cette chanson, parce que ma mère me disait, si tu avais des revolvers à la place des yeux, je serais déjà morte. Puis Revolver, pour moi, ça sonnait comme l'album des Beatles. Donc j'ai fait Les yeux Revolver. Et là, on a fait un arrangement, c'est Aboulka qui a fait la musique, avec un quatuor à cordes qui n'était pas du tout à la mode à l'époque. Ça passait à côté de la plaque. À l'époque, la chanson originale a le quatuor. Ouais, mais à l'époque, les chansons, c'était du disco. Oui. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'à l'époque, toutes les musiques se sont réunies. Il y a eu les Clash, il y a eu ce groupe de punk Sex Pistols, mais il y a eu les Sting, il y a eu Peter Gabriel, il y a eu un tas de choses. Il y a eu Cure, puis tu as eu Gainsbourg, puis tu as eu plein de gens qui ont fait des bonnes chansons. Tu as eu Jonas, les années 80 commencent. Et là, tu commençais à voir un truc qui flottait, qui n'était pas comme avant. Après les années 70, il y a eu un trou, puis là, ça revenait. Et là, ça revenait bien parce que... C'était la dépression post-Beatles. Je sais pas, il s'est passé un truc, les gens étaient très créatifs. On me dit, fais donc l'anniversaire. Je lui fais non à mon attaché, à mon manager. Je lui dis non, ça sent le tombeau. Ouais. Je peux pas faire ça, ça sent vraiment le tombeau. Avec un symphonique en plus, ça sent la boîte. Et j'ai réfléchi. Et du coup, je sais pas si tu l'as, Deep Purple Royal Symphonic Orchestra, je me suis dit, voilà, ça c'est pas mal. Électro, symphonique. Alors ça veut dire qu'on fait jouer un orchestre Ouais. On écrit. Classique. On écrit. Et là, on écrit les partitions. Ah oui. Ah oui. Parce qu'il faut tout... Il faut les écrire. Ouais. Il faut concevoir la musique dans son ensemble. Faut pas. Mais il fallait privilégier le symphonique et mettre de l'électro dedans. D'accord, mais l'électro, on l'ajoute ou On l'intègre. Ou On l'intègre. on utilise on change la sonorité par l'ordinateur. Comment ça? Non, il faut que l'orchestre soit symphonique. C'est lui qui va diriger. D'accord, mais ça il est là. Ouais, On ne tord pas la musique pour l'électroniser. L'électro, tu la mets dedans, tu l'injectes, tu fais un shoot d'électro. Voilà. Et puis ça prend plusieurs formes. Il y a des chansons qui changent complètement d'ailleurs. Il y a des chansons on garde l'esprit de la chanson originale, mais ça emmène la chanson vers ailleurs. Il y a une composante qui change. Je crois que c'est ça qui change le plus. C'est votre voix. Il faut aussi l'intégrer différemment. Elle est plus pareille, elle est plus la même. Elle est plus pareille, non, c'est vrai. Elle a pris un peu de... Elle est moins pensée. Elle est moins pensée qu'avant. C'est-à-dire elle est plus instinctive, elle vient plus du tréfonds de l'âme plus que des cordes vocales. Les jours qui passent t'emmènent vers ce truc-là. Au départ, tu veux être
comme tout le monde. Ah ouais. Puis à un moment donné, tu vas être différent des autres. Ouais. Puis un jour, tu te dis, bah, allez, Je fais moi-même. fous-moi la paix avec ça, et puis fais ce que tu es, tout de suite. Ne va pas chercher à vouloir imiter machin, à vouloir être un peu comme si. Souvent, dans les studios, on dit, on va faire un peu comme Brian Ferry, on va faire... Non, laisse tomber, on n'y arrivera pas. Il le fait très bien. Moi, c'est autre chose. Alors, ça peut être un clin d'œil parfois, mais il faut faire autre chose toujours. Faut éviter. C'est comme le type, il dit, là, j'ai fait ça, parce que c'est original. Alors, enlève-le. Si tu penses que c'est original, franchement, je trouve que les mecs, tu composes, tu écris ton texte, tu composes, t'es dedans, t'es pas en train de penser, je suis original. Sinon, tu te détaches de toi. Et c'est plus possible. C'est comme les grands acteurs, c'est pareil. Ils sont là. Ils sont là maintenant. Ce qui est important, c'est d'être là, maintenant. Moi, je suis avec toi, on est là. On n'est pas ailleurs. On est bien ensemble, là. Les personnes, Ils écoutent elles sont touchées ou elles ne sont pas touchées. Moi, j'ai eu les garçons, ils ne venaient pas me voir au départ. J'avais que des homosexuels et des femmes. Ça m'allait très bien, hein. Je n'étais pas dérangé. On me traitait de pédé, Puis ils sont venus quand j'ai fait le cœur des hommes. Et ils sont venus à force que leur gonzesse dit viens, on va le voir. Maintenant, tu as des mecs qui aiment bien ce que je fais. Ils commencent à aimer. Tout change tout le temps. Moi, j'ai eu de la chance, c'est que en faisant toujours ce que je voulais, ils ne voulaient pas sortir les yeux revolver. J'ai insisté. Non, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas sortir le parking des anges. Ils ne voulaient pas que je fasse un duo avec Catherine Ringer. Mais qui voulait pas? La maison de 10 dans laquelle j'étais. Parce qu'au départ, t'es un chanteur, t'as pas beaucoup de... Ils avaient pas le nez, hein. Ah bah ça, ils n'avaient pas le nez, non, c'est sûr. Et c'est ça la France, on m'a dit surtout fais pas ça. Maintenant, si je retire C'est ça la France du show, c'est plus pareil. Tu comprends, il faut être ambitieux, mais ambitieux pas dans le mauvais sens. C'est bien l'ambition, mais il faut être courageux. Déjà. Il faut avoir le courage d'être soi, complètement. Un groupe comme ça, il n'y a pas eu avant. Il n'y a pas eu avant, il n'y a pas eu après. Un mec est amoureux d'un autre mec, il écrit toutes les chansons, mais il a besoin de lui pour les finir. Il ne peut pas finir une chanson tout seul. Et l'autre, il fait un break, et puis quand il pose sa voix, pouf. Ça, c'est un groupe unique, et depuis, il n'y en a pas eu. Les Rita Mitsuko, il n'y a pas eu avant, et il n'y a pas eu après. C'est unique. Et c'est ça qui est bien ici. C'était là, hein. C'est ça? Tu vois, après, on peut parler de Roxy Music. On peut parler même de Jossman, même de Dinos, tous les nouveaux rappeurs français qui sont extraordinaires. Là, tu as J.J. Johansson, c'est magnifique ce qu'il fait. Il n'y a que des choses ici, c'est que des valeurs sûres. Après, t'aimes ou t'aimes pas. Et comment on fait pour Regarde, Digelin, celui-là. tout ça? C'est vertigineux quand on... Caviar pour les autres, alors il doit y avoir champagne pour... On commence jeune et... Oui, parce que vous n'avez pas pu tout écouter, tout entendre, si? Pas tout, mais enfin disons beaucoup, mais enfin bon, moi c'est un peu ma vie. Ça, c'est des chefs-d'œuvre. Voilà, Cet album-là de Digelin. ça c'est une merveille. Voilà, aussi, on est dans le must, et encore un double album quasiment. Ouais, caviar et champagne. Et puis avant, il y a tout aussi. Avant, il y a eu Boxon, Voilà. il y a eu New York, comment ça s'appelait? C'est pas New York City Blues, Voilà, bref. c'est la période avec Bertignac. C'est avec Bertignac, c'est vraiment des albums qui se tiennent la main. Et les poètes font ça d'ailleurs. Tu prends des textes différents de poètes, tu fais il faut que tu saches une chose, le printemps est inexorable, je t'aime parce que je t'aime. Et voilà tout. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Un rêve sans amour est un rêve oublié. Ça, c'est des phrases de poètes différents. Mais ça fonctionne quand tu les dis les unes après les autres. C'est pareil pour les disques, ils fonctionnent ensemble. Un chanteur tout seul, ça sert à rien. Ce qui est beau, c'est d'avoir toute cette multitude et de les aimer. Les yeux revolver. Oui. Ils sont de quelle couleur? Ça, c'est à toi de choisir. Ah non, mais je veux... Ah bah, que... Non, mais c'est à vous de trancher. Alors, non, mais... Ils sont des couleurs des yeux de ma mère. Mais après, chacun a une maman, chacun a une fiancée, chacun a un mec, chacun a un truc qui lui correspond. Faut jamais terminer une chanson. Une chanson, tu l'écris, tu commences à écrire le début, puis tu laisses la fin. C'est à celui qui va entendre la chanson. Si c'est pour faire un dimanche, c'est bon. Non, tu te soignes pas comme ça. Quand tu prends ça, je prends ça, c'est bon. Tu prends, tu sais pas ce que tu fais. Mais quand on t'explique ce qui se passe, que tu voyages dans ton corps, au lieu de sortir, parfois pour rentrer, il faut se pencher dedans. Et les yeux revolver, bah, c'est ce que tu veux. Ils ont la couleur que tu veux. Elle a juste le visage pâle, les cheveux en arrière. Après, c'est tout. Et en 3 mots, tu dois décrire le truc qui suffit à mettre dans la tête de l'autre l'image qu'il a envie de mettre. Elle a les yeux de quelle couleur, votre mère?
Il est bon, hein. C'est un très bon. Merci beaucoup. Salut, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Votre père est communiste. Vous venez d'un milieu ouvrier. Oui, pas travailleur. Travailleur. Ouais. C'est une classe sociale qui, depuis quelques années, vote pour le Rassemblement national. Ah, on va parler politique là? Bah oui. Bah, tiens d'ailleurs, non mais ça peut être. D'ailleurs, c'est vous qui avez commencé à en parler tout de suite au début de la politique, vous avez vu? Je fais de la politique autrement. C'est-à-dire que j'avais un ami qui était médecin. Il disait jamais lui est un con, lui c'est un connard. Il faisait son truc et il changeait les choses. Moi je suis comme ça. J'ai travaillé 20 ans avec les autistes, j'ai travaillé 15 ans pour les enfants qui ont des cancers, etc. J'ai pas besoin de caméra pour en parler. J'y vais, je vais à l'hôpital, je regarde, je parle aux gens, je les embrasse. Je vois les enfants, les parents des enfants. Parce que quand une maman te met la main sur l'épaule et que tu dis merci, et que son gosse il a un cancer, ça c'est de la politique. La politique c'est s'occuper des gens. C'est pas des gens les aimer, c'est ce que vous dites. c'est pas des gens qui viennent vendre des bouquins à la télé. Tu vois. Ils sortent des bouquins tout le temps. Pourquoi ils sortent des bouquins tout le temps? Parce qu'ils ont besoin de sortir un bouquin par an. Donc la politique, c'est pas vraiment ce qu'on croit. La politique, c'est les maires, c'est les gens qui sont dans les villes, dans les villages, qui vont s'occuper des gens, qui vont Vous avez plus de respect pour ces gens-là que pour ceux qui sont tout le temps. Ils sont servis en gants blancs dans les palais, enfin c'est quand même insensé. Donc si tu veux, ils sont très bien là où ils sont, mais qui viennent pas donner des leçons toute la journée. Alors après la politique, c'est parce qu'ils font ça, c'est parce que... Oui, ils sont perdus, ils savent même plus ce qu'ils racontent les mecs. Ils racontent un truc, ils savent qu'ils mentent. Il faut remettre les choses à leur place, la terre dans la terre, l'espace dans l'espace, la vie dans la vie, il faut mettre de la vie. Il ne faut pas commencer à compter, à avoir le prochain coup, ma réélection, machin. Ça devient cynique. Et j'ai pas envie d'être là, de parler de ça. Ça me... Ah, je comprends. Tu vois? On est là? Oui. Votre père était communiste, votre mère était croyante. Oui. Ça, c'est fascinant. C'était assez intéressant. Et vous? Parce que, moi, je suis emmerdé. J'ai un doute en Dieu, mais ça dépend des jours. Parce que là, je commence à croire que j'ai du cul. Putain. J'ai de la chance, franchement, en ce moment. Ah ouais, je suis heureux, quoi. Je suis heureux. Et donc, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose. Ouais. Et parfois, je me suis dit, putain, c'est foutu, quoi, c'est mort. Alors, ma mère, elle me disait, n'en parle pas à ton père. Quand je m'approchais de l'église, mon père disait, ouais, va pas par là. Il disait un curé noir sur la neige blanche, c'est triste à voir, même le dimanche. Il était vraiment. Mais au moins, il croyait en quelque chose. Ouais. Il croyait qu'après, c'était terminé, les verres te mangent et c'est fini. Il y a une question qu'on pose souvent aux femmes, trop souvent d'ailleurs, peut-être. Est-ce que vous avez peur de voir vieillir votre corps? Parce que ah non, ça oui, c'est comme ça. Oui, mais. Vous n'avez pas peur. Votre corps, ça fait partie de votre personnage, c'est l'une de vos forces. Vous êtes beau, vous le savez. Enfin, vous le savez. C'est une faiblesse, surtout. Ah oui? Mais oui. Mais ça. L'âge qui vient, c'est merveilleux. Là, j'ai la chance d'être avec une femme que j'aime énormément et qui est une femme exceptionnelle. Eh bien, on va vieillir tous les deux et on va se tenir la main. Mais ce corps, est-ce que ça vous inquiète de le voir? Ça m'inquiète pas, c'est comme ça. Oui, mais n'importe quel corps va finir comme ça. Françoise Hardy, qui était une sublime femme, elle a dû finir, voilà, tristement. Enfin, je veux dire, c'est triste quand même, mais on sait qu'on y va, Oui, mais quand on en a fait d'une certaine manière une force dans vos films, dans votre présence, dans votre présence à l'antenne, même sur scène. Je n'en ai pas fait une force, c'était vous. Mais je sais pas ce qu'on appelle la beauté, donc je ne sais pas ce que c'est. Moi, je me trouve pas beau. Alors, évidemment, quand je dis ça, il y avait un type qui était un critique, un mec qui a une grande librairie qui s'appelle La Griffe Noire, Collard. Ouais. Et donc, c'est le mec qui fait le festival du livre de poche, etc. Il dit, alors Lavoine, il sort un bouquin, il dit, non, je me sens pas bien, je suis pas beau, j'étais gros, je suis gros. Il se fout de notre gueule. Mais j'ai lu son bouquin. Putain, c'est un putain de bouquin, quoi. Et là, il a compris ce que je voulais dire. On est ce qu'on est, on se voit pas comme on est. Par exemple, souvent on me dit, ah, vous êtes un séducteur. Pas du tout. Pas du tout. Être un séducteur, c'est terrifiant. T'imagines être un séducteur. C'est péjoratif. Alors qu'être séduisant, c'est autre chose. Ouais. Et je pense que l'âge a son charme. On ne peut pas retenir la beauté. On ne peut pas la retenir. Dorian Gray, c'est pas possible. Mais on peut avoir du charme en vieillissant. Je pense que ce fascisme de la beauté, de la jeunesse,
tu sais, comment tu vas? Ah, je vais bien. Ah bon? Par exemple, c'est l'histoire du type qui croise un copain, il fait comment tu vas? En un mot. En un mot? En un mot. Oui, en un mot. Comment tu vas? En un mot, c'est facile. Hein. Bah, je vais bien. Bon, allez, en deux mots. Pas bien. On ment tout le temps sur on dit je vais bien. Faut aller bien, faut être bien. Moi, je vais pas bien parfois. Ça va très mal même parfois. Mais je doute beaucoup. Et je m'encourage. Ça apaise mes doutes quand je vois la beauté, Et la beauté, c'est pas forcément un corps sublime. Bien sûr que Michel-Ange, c'est sublime, évidemment. Mais il y a des peaux chez Michel-Ange, il y a des dessins où ça part en couille, quoi. Et c'est beau aussi. Aïe, aïe, aïe. Ah. Et Marc, avant d'entrer, vous l'avez évoqué, vous avez vu, moi j'en ai pas encore parlé. Non, mais n'en parlez pas. Je sais ce que vous allez dire. Ah. N'en parlez pas. Mais non. Bah si, parce que vous m'en parlez, moi j'ai envie maintenant. J'en ai parlé sans dire de quoi il s'agissait, qui c'était, etc. C'est vrai. N'en parlons pas. Ah, on laisse comme ça, c'est... Oui. Non, alors si, j'ai une question. sans en parler. T'es journaliste alors, hein? Oui, mais malheureusement, on se refait pas. En fait, le problème, c'est... Un journaliste, tu veux passer une semaine avec lui, il n'y a pas à chier. À un moment donné, ping, il va te la mettre. Non, il va te la mettre, la question. Oui. Bien sûr. Allez, vas-y. Vous êtes, moi je trouve que, quand on tape votre nom sur Google en ce moment, parce que c'est ce que j'ai fait pour m'imprégner de vous, Oui, bien sûr. alors on ne parle que de ça. Et surtout, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on vous critique. Mais ça, je ne vois pas, moi, ça. Mais je ne peux pas croire que vous... Dans la rue, les gens me Oui, disent c'est mais ce super. que les gens vous ça disent... me suffit. Et moi, je vous le Et trouve puis- que c'est super, je trouve ça génial. Et franchement, je suis Et je trouve heureux ça- qu'on me foute la paix. Ça me va. Mais c'est ces gens qui... Mais ces gens- Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Si vous, Mais là, vous rien. les aviez en face. Mais si, vous l'avez. Il y en a une fois dans la rue qui vous dit vraiment, voilà, ce qui se dit sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux. Je lui dis, tu fermes ta gueule, fous-moi la paix, va-t'en. Mais ils me le disent pas. Ils me disent pas. Parce que les gens sont pas comme ça. Ils sont pas comme ça. T'as trois lâches qui ont les mains sales, qui se grattent. Mais qu'est-ce qui les embête tant? C'est ça que je comprends pas. Un baiser aujourd'hui, ça provoque. Embrasser une fille, être amoureux, c'est une provocation, t'as pas compris? Mais non, j'ai pas L'amour compris. est une provocation. Qu'est-ce qu'ils écrivent, les déportés en fin de vie? À qui ils écrivent? Mon amour, j'ai deux mots à te dire et la lettre commence. Toutes les lettres des gens qui vont être tués, en déportés, les résistants, dans tous les pays du monde, c'est des lettres d'amour. Ah non, c'est une provocation aujourd'hui. L'amour est une provocation. Donc on peut pas montrer qu'on aime. Ah bah moi je le montre, il faut le montrer, parce que c'est résister. L'amour c'est la résistance. Il ne faut pas tomber dans le piège de cette méchanceté comme ça qui. C'est gluant, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça va, ouais, très bien. Bonsoir, merci de nous accueillir. Plaisir de te voir. Il est là. Bonjour, bien. Thibaut, enchanté. Ça va mon frère, tu vas bien? Ça va bien. T'es en forme? Ouais, très en Pleine forme. Bonsoir, ça va? Tu vas Thibaut, bien, Thibaut? enchanté. Enchanté, Bonsoir. ça va? C'est vachement bien ce qu'il fait. Il fait des très bonnes émissions. Il est là, pas mal, hein? Le patron. Arrête. Pour ton mariage, la plus grosse enveloppe, ça sera la mienne. Un mariage? Non, arrête. Non, mais non, mais. Commence pas à Là, balancer. c'est quand même pas de ma faute. Commence pas à balancer. Allez, Personne assieds-toi. regarde, oui. Ça va? Alors, Axel, c'est le patron aussi. Oui, je vois ça. C'est le chef. Il a été. Axel, il a été le fils spirituel de Robuchon. C'était plus qu'un père pour moi. C'était vraiment un père spirituel et un homme extraordinaire. Un talent hors norme, d'une rigueur hors norme aussi. Mets-toi là et parle un peu avec lui. Ici, c'est le premier atelier de Joël Robuchon. C'est là où vraiment tout a commencé. Et on a développé énormément de restaurants à travers le monde. C'est une cuisine de très grands produits. On a 95 fournisseurs différents, réalisés à la minute et servis immédiatement. Parce que la viande, elle est grillée, Et là, on voit. brûlante, Et devant les clients. devant tous les clients. On n'a pas le droit à l'erreur.
Attention. Généralement, moi, on me dit souvent que quand on voit la cuisine, c'est que c'est plutôt bon signe. Ah oui, ça c'est beaucoup de travail, wagyu. Pourtant, le rossini, ça paraît pas compliqué comme ça. Ah, complètement. Mais là, le nôtre, là, il est très compliqué. Ah ouais, j'ai hâte Ça de fait goûter. plaisir quand même. Bah oui, Et Marc, de temps en temps, vient cuisiner avec nous. Quand c'est même. vrai. Mais il est où? De temps en temps. Je parle avec ma femme 2 secondes. Ouais, bah attention parce que vous avez un micro, hein, Marc, faut pas oublier. Ah, j'ai un micro. Ah oui. Ah merde. Ah non, vous n'allez pas me faire ça. Non, mais on l'enlèvera. Ça va me faire. Putain, j'ai le micro. J'ai rien dit de mal, là, de toute façon. Je vais te passer le journaliste qui est avec moi, parce que comme ça, tu peux au moins entendre ta voix. On n'a pas prononcé ton nom encore. Mais on le fera pas. Non, j'ai parlé de toi, mais sans prononcer ton nom. Non, t'es pas banni. Adriana, tu n'es pas banni. Jamais. Je viens de prononcer ton prénom. prénom. Et tu sais quoi, des Adriana, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, je te passe le garçon qui est fort intelligent, avec qui je m'amuse beaucoup depuis tout à l'heure. Je te reprends après. Bonjour Adriana, comment ça va? Ah, il est très fort. Oui, et il dit des choses. Mais c'est quand même un personnage hors du commun. Il y en a qu'un seul comme ça. Ah ben je suis d'accord. Bon, merci beaucoup de nous l'avoir prêté pour la soirée. Ah oui, on s'occupe bien de lui. Bah là, on va bien s'occuper de lui, on va manger chez Robuchon quand même. Donc. Elle connaît ce qu'on va manger. Bon, bah je vous le repasse. Et bah, j'en profite, si vous voulez venir faire le Figaro la nuit un soir, nous, c'est avec grand plaisir. Ouais, c'est bien. Ah, avec plaisir. Elle est géniale. Ah, Elle est géniale. on va s'amuser. Tu vas t'éclater, elle est géniale. Eh ben voilà, c'est bon. Ça s'est passé. C'est une femme Je vous brillante. repasse Marc. Au revoir. Elle est brillante, elle est délicate, elle a une façon de parler, elle pose les mots, c'est « Allô, chérie ?» Bon, je t'aime, ma chérie, je t'aime fort. À tout à l'heure. Lubinta. Ok, bisous. Voilà. C'est incroyable. C'est nous, ça se passe comme ça. Ben oui. Toi, je peux pas parler d'elle si elle n'est pas là. Mais surtout, ce qui est presque étonnant, mais à la fois je vous comprends, c'est de l'assumer et de ne pas le cacher. Au début, je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait très bien qu'après, C'est quoi pourquoi il le met en avant, il le montre, pourquoi il ne le garde pas pour lui? Non, mais attends, je l'ai pas bien avant, moi. Je me suis fait pécho par des paparazzis. Oui, mais vous auriez pu, après, ne pas, ne pas aller dans des soirées ensemble, ne pas l'appeler ici, mais, comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Je suis allé à une soirée. Ouais. Je suis allé à une soirée, on est sorti de la voiture, et j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait dans la voiture? Je vais te raconter ce qui s'est passé. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, on fait ce qu'on veut. Donc je l'ai embrassé, de la voiture au photocall. Ça dure 2 minutes. Ils ont fait les photos, ils étaient contents, les photographes. Et donc, ils ont fait les photos. Il n'y a pas un photographe qui va nous dire faites chier, pas du tout. Ceux qui disent faites chier, je ne les connais pas, je ne les vois même pas. J'ai pas envie de les voir. Parce qu'il ne faut pas que ça vous pourrisse la vie. Ça ne nous pourrit pas la vie. Voilà. De toute façon, quand on sort tous les deux dans la rue, Oui, mais c'est ça, en fait, c'est ça le sujet. qu'on soit à Saint-Germain, qu'on soit ici, qu'on soit là-bas, on va nous photographier. J'ai toujours 2 paparazzis, elle en a toujours 3 au cul. Voilà. Alors elle déjà, moi aussi, nous deux ensemble. Ouais, le jackpot. Voilà. Donc si tu veux, mais nous on se voit pas comme ça. Oui, mais c'est ça, en fait, c'est ça, parce que les gens. Les enfants. T'as vu comment Oui. on s'embrasse comme des gosses. Oui, On mais est c'est des ça qu'on gosses. vous reproche d'ailleurs. Enfin, qu'on vous reproche. Moi, je vous reproche rien du tout, mais que les Je gens sais. vous reprochent. Ouais. Mais je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Moi, j'aime une femme extraordinaire. Ouais. Elle est extraordinaire. Je te jure, j'en ai les larmes aux yeux quand je t'en parle. C'est une femme extraordinaire. Franchement, c'est bien parti. C'est très bien parti. Et je vais pas me gêner. Une fois dans ma vie, peut-être, je vais vivre un grand amour. Putain, mais je vais pas me gêner pour y aller, quoi. Ce serait dingue. Parce que je suis connu. Vous vous mettiez à douter presque de ressentir ça à nouveau. Un petit doute de se dire ça m'arrivera plus. J'ai écrit une chanson dessus. Moi, je dirais encore je t'aime. Je l'ai écrite, j'étais au fond du trou. J'ai même failli arrêter. J'étais fatigué. Ce monde me fatiguait. Je ne savais pas que j'allais la rencontrer, Gabriela. J'ignorais complètement. J'ai commencé l'album, j'étais pas avec elle. Je sors mon livre. Je suis pas avec elle encore. Je suis avec elle depuis 6 mois, 7 mois. D'un coup, les couleurs changent. Mon appartement que j'aimais pas. C'est un atelier, bon, il y a beaucoup de bordel, il y a des pinceaux, des machins,
les peintures. Il est très bruyant. Ah, je supportais plus. J'entends plus le bruit. Mais c'est dingue. J'entends plus le bruit parce que je pense à elle tout le temps. Tout le temps. Mais tout le temps. Moi, je pense à elle tout le temps. Et puis, toute la journée, toute la nuit, j'ai pensé à elle. Et toute cette nuit, j'ai pensé à elle. Et je l'appellerai quand on sortira. Je suis bien. Je ne vais pas m'excuser auprès des gens parce que je suis heureux. Il faut bien comprendre, c'est que j'ai raison. Là, c'est pas souvent que je dis ça. Souvent, je doute. Mon métier, c'est un doute permanent. Pas seulement la chanson, la musique, le cinéma, les choix qu'on fait, le théâtre, le roman que je vais sortir. Tout ça, c'est des doutes. Mais la seule conviction que j'ai, c'est qu'il faut que je le fasse. Là, j'ai pas de doute. Ah, Si on y va. allez, comme ça, c'est bien d'arriver maintenant. Ça m'empêche de dire des conneries. C'est caviar, hein. Ah non, Ah si. Sur un diamant de bœuf non mais au arrête, sésame, arrête, marinade aux agrumes. Hein. arrête. Pas mal. Vous faites paraître un livre au mois de janvier, mi-janvier. Un livre qui tourne autour de votre mère. Le dernier jour de ma mère. Le dernier jour. Ma mère est mal morte. Ça veut dire quoi? Elle est morte à cause de moi. Et je m'entends me dire, si tu ne sors pas ta mère de cette clinique, elle va mourir. Et elle est morte. Avant, Comment on peut dire ma mère est morte à cause de moi? j'ai laissé faire. J'ai pas eu le courage de... J'étais lâche. J'ai pas eu le courage de faire chier. Et donc j'ai laissé ma mère dans la clinique où elle voulait aller. Le kiné était violent avec elle. Il nous faisait mal. Ils l'ont raté une fois, deux fois, et puis bon, elle est morte. Je leur avais dit, elle supporte pas l'anesthésie. Je vais pas porter plainte contre moi. Je suis responsable d'avoir laissé faire. Tu sais, on est toujours co-responsable des situations. Comment on peut vivre avec cette idée qu'on a laissé mourir sa mère? Longtemps que j'ai vécu avec cette idée. Et puis, je me suis rendu compte que ma mère ne m'appartenait pas et qu'il fallait la laisser partir. Je devais la laisser partir. Elle appartient à l'absolu. Elle ne m'appartient pas à moi. Ça s'appelle Quand arrivent les chevaux. Parce que je l'ai fait mourir autrement. Je lui ai offert une nouvelle mort. C'est un livre qui m'est très cher. Merci Marc Lavoine. Merci d'avoir passé la soirée avec nous. Donc tu restes, hein. Bien sûr, bah là, je peux que rester. C'est nos internautes, c'est nos téléspectateurs qui s'en vont. Ça va être fini comme ça. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est bon ça. Hein.